Après que mon grand-père m'a tout légué, mes parents, qui m'ont abandonné quand j'étais bébé, m'ont poursuivi en justice. Quand je suis entré dans la salle d'audience, maman a levé les yeux au ciel. Alors, le juge s'est figé. Il pense que le lien d'Avery avec grand-père le poussera à se plier en quatre pour paraître neutre, allant peut-être même jusqu'à les favoriser, simplement pour éviter toute apparence de partialité. Ils ne comprennent pas que la véritable impartialité était le principe le plus sacré de grand-père, un principe qu'il aurait inculqué à tout protégé digne de ses conseils. Très bien. Avery hoche la tête. Les déclarations liminaires, alors. Monsieur Dahl? Dahl boutonne sa veste en s'approchant de l'estrade. Votre honneur, cette affaire est simple. Le juge Franklin Cole était un juriste respecté et un membre bien-aimé de la communauté. Mais dans ces dernières années, suite au décès de son épouse June, il est tombé sous l'influence de sa petite-fille, l'accusée. Il me désigne d'un geste, sans même me regarder. Mademoiselle Wright a manipulé un homme âgé, souffrant de facultés déclinantes, pour détourner un patrimoine conséquent loin de son seul enfant encore en vie, sa fille Céleste Wright et son mari Gavin, qui aurait dû légitimement hériter dans des circonstances normales. Les mots fendent l'air, visant directement ma réputation. Je me concentre sur ma respiration, de la manière dont grand-père me l'a appris lors de mon premier procès fictif au lycée. Inspirer. Tenir. Expirer. Les faits parleront. Amélia me serre le poignet une fois avant de se lever de sa chaise. Sa voix, quand elle parle, porte le léger accent de la Géorgie, mais la précision de 20 ans de plaidoirie devant la Cour suprême. Votre honneur, la description faite par le plaignant ignore 3 décennies d'histoire documentée. Elle s'avance, sa posture détendue mais déterminée. Franklin Cole a changé son testament il y a 10 ans, alors que ses facultés mentales étaient incontestablement intactes, comme son médecin pourra en témoigner. Les plaignants, Céleste et Gavin Wright, ont abandonné leur fille, ma cliente, alors qu'elle avait 4 mois, la laissant aux soins du juge Cole et de sa femme, June. Elle marque une pause, laissant les mots s'imprégner dans la salle d'audience. 3 décennies d'amour et de présence parlent plus fort que les accusations de ceux qui ont choisi l'absence. Cette affaire ne porte pas sur la manipulation. Elle porte sur la reconnaissance de la véritable définition de la famille, ce qui reste. Le mot « reste » flotte dans l'air entre nous. Je garde les yeux fixés droit devant, refusant de me laisser entraîner à regarder les parents qui ne sont jamais restés, pas pour une seule maladie d'enfance, une seule pièce de théâtre scolaire, ou une seule remise de diplôme. Les parents qui veulent maintenant ce que grand-père a bâti, ce qu'il a choisi de me léguer. Je pense aux innombrables dimanches après-midi que j'ai passés avec grand-père sur la balancelle du porche, à regarder les enfants du voisinage jouer à la balle avec leur père, tandis que je prétendais ignorer le vide douloureux qui me serrait la poitrine. Je pense aux mains douces de grand-mère June tressant mes cheveux pour l'école, m'apprenant à faire son gâteau au citron et aux graines de pavot, s'occupant de son jardin d'hibiscus qui explosait de fleurs pourpres chaque été. Eux sont restés. Ils m'ont choisi, chaque jour, pendant 32 ans. Et maintenant, j'allais défendre ce choix, cet amour, contre les liens du sang qui s'étaient révélés plus fragiles que l'eau. La bataille pour l'héritage de mon grand-père, et pour le mien, venait de commencer. Les lourdes portes en chêne de la salle d'audience s'ouvrent alors que la séance reprend après le déjeuner. Mère rafraîchit son rouge à lèvres, la même teinte corail qu'elle portait sur l'unique photo qu'elle m'a envoyée pour mon 16e anniversaire, tandis que père ajuste sa cravate avec des doigts manucurés qui n'ont jamais une seule fois tressé mes cheveux ou essuyé mes larmes. Amélia fait glisser un dossier en manille vers moi. Ils ont soumis des relevés financiers affirmant que ton grand-père a abandonné ta mère financièrement. Mes doigts tracent le bord du dossier. Il leur a envoyé de l'argent pendant 22 ans. Exactement. 3200 $ chaque mois. Les yeux d'Amélia brillent de la satisfaction de quelqu'un qui détient une quinte flush royale. 845 000 $ au total. J'ai les chèques encaissés et les relevés bancaires. Richard Dahl s'avance d'un pas assuré, tel un animateur de jeux télévisés, la confiance suintant de son costume à rayures. Votre honneur, nous souhaiterions présenter des preuves de la détérioration de l'état mental du juge Cole au cours de la dernière décennie. Le juge Avery acquiesce. Procédé. Dahl désigne une pile de documents. Nous avons des témoignages suggérant que le juge Cole devenait de plus en plus confus concernant ses finances et ses relations familiales. Je serre la mâchoire si fort que mes molaires me font mal. Grand-père a examiné des arrêts de la Cour suprême la semaine avant de mourir. Il a débattu du droit constitutionnel autour du rôti du dimanche, quelques jours seulement avant que son cœur ne lâche.
De plus, poursuit Dahl, nous pensons que mademoiselle Wright a exercé une influence indue sur son grand-père, l'isolant de sa fille. Mère s'éponge à nouveau les yeux avec ce mouchoir monogrammé. Le blason de la famille Cole, 3 feuilles de chêne représentant la force, la longévité et la sagesse, semble se moquer de sa performance depuis son coin brodé. Amelia se lève, fluide comme l'eau. Votre honneur, si je peux me permettre, nous avons préparé des documents qui racontent une histoire bien différente. Elle s'approche avec un classeur en cuir. Ce sont les journaux de June Cole, couvrant 30 ans. Chaque entrée documente méticuleusement les visites promises par les plaignants qui ne se sont jamais matérialisées. Un bruissement parcourt la salle, tel des feuilles d'automne, tandis qu'Amelia ouvre le classeur à une page marquée. 18 décembre 1998. Céleste a promis de venir pour Noël. J'ai acheté à Mackenzie ce vélo rouge qu'elle voulait, au cas où sa mère demanderait ce qui lui ferait plaisir. J'ai aussi emballé le cadeau de Céleste. C'est le 4e Noël qu'elle manque. Le visage de mère se durcit, devenant de marbre. Et ceci, continue Amelia en sortant un épais dossier, contient les relevés téléphoniques du juge Cole. Les appels surlignés montrent des tentatives pour joindre M. Wright concernant des événements scolaires, des urgences médicales et des remises de diplômes. Aucun n'a été retourné. Elle pose un album photo sur la table des pièces à conviction. Et enfin, votre honneur, des photographies documentant 32 ans de moments importants. La remise de diplôme de maternelle. Le tableau d'honneur du collège. Le discours de major de promotion du lycée. La cérémonie de remise des diplômes de la faculté de droit. Le juge Avery se penche en avant. Et les plaignants? Absents sur chaque photographie, votre honneur. Père s'agite sur son siège, les yeux fixés sur ses chaussures en cuir italien. Les ongles de mère, peints exactement de la même couleur que son rouge à lèvres, tambourinent sur la table. Pendant la courte suspension qui suit, je m'échappe dans le jardin du palais de justice, où les fleurs d'hibiscus s'épanouissent en un rouge éclatant contre les murs de calcaire. Grand-mère June plantait des hibiscus partout, dans les parterres, les pots de terrasse, et même dans un petit pot sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. La vie fleurit encore, même après le départ de quelqu'un, disait-elle en les arrosant. Pas une once d'amertume dans sa voix, juste la sagesse tranquille d'une femme qui avait vu sa fille unique abandonner son propre enfant. Je touche le pétale velouté d'une fleur voisine, et soudain, j'ai de nouveau 7 ans, debout sur une chaise de cuisine, aidant ma grand-mère à mesurer les ingrédients pour son fameux gâteau binde au citron et aux graines de pavot. Chaque samedi matin, le même rituel. Tamiser la farine, casser les œufs, le zeste piquant du citron sous mes ongles. La pâtisserie, c'est une question de précision et de patience, disait-elle, ses cheveux parsemés d'argent tombant sur son front alors qu'elle me montrait comment incorporer la pâte délicatement, sans la remuer. Tout comme la vie, Mackenzie. Quand la séance reprend, quelque chose change en moi. Il ne s'agit plus de défendre mon héritage. Il s'agit de protéger leur mémoire, la mémoire des gens qui sont restés, qui m'ont choisi chaque jour pendant que mes parents choisissaient l'absence. Ça va? Murmure Amelia, remarquant ma posture redressée. Oui, je suis prête. Tu me rappelles ton grand-père à la barre en ce moment. L'après-midi amène un défilé de témoins qui nous connaissaient, qui connaissaient la vérité. Doris Taylor, la greffière qui a travaillé avec grand-père pendant 3 décennies, décrit son esprit vif et son éthique inébranlable. Le docteur Reynolds témoigne de l'excellente fonction cognitive de grand-père jusqu'à ses derniers jours. Puis Martha Wilson vient à la barre, notre gouvernante depuis 25 ans. Ses cheveux argentés sont tirés dans le même chignon soigné qu'elle portait en pansant mes genoux écorchés et en m'apprenant à repasser les chemises de grand-père. Chaque dimanche, dit Martha, sa voix stable malgré l'interrogatoire agressif de Dahl, sans exception, mademoiselle Mackenzie préparait le dîner du dimanche avec le juge Cole. Même après avoir déménagé dans son propre appartement, même pendant ses examens de droit, elle cuisinait son rôti de bœuf préféré, mettait la table avec la belle porcelaine de madame Cole. Et après la mort de June Cole, demande doucement Amelia. Les yeux de Martha croisent les miens. Mademoiselle Mackenzie n'a jamais manqué un seul dimanche, pas un seul en 10 ans. Elle apportait des fleurs fraîches pour la table, des hibiscus quand c'était la saison, parce que c'étaient les fleurs préférées de sa grand-mère. Je cligne rapidement des yeux, luttant contre les larmes. Dans la galerie derrière moi, des collègues du bureau du procureur sont assis, remplissant 3 rangées. Des gens qui m'ont vu monter des dossiers contre des fraudeurs financiers et des criminels en col blanc me voient maintenant défendre l'affaire la plus personnelle de ma vie.
Dahl se lève pour le contre-interrogatoire. Martha, n'est-il pas vrai que Mackenzie Wright contrôlait qui avait accès au juge Cole dans ces dernières années? Non, monsieur, ce n'est pas vrai, répond Martha sans hésitation. Le juge Cole a pris ses propres décisions jusqu'au jour de sa mort. Mademoiselle Mackenzie respectait ses volontés, c'est tout. Un éclair de frustration traverse le visage de Dahl. Je demande que les opinions personnelles du témoin soient retirées du procès-verbal. Rejeté, dit le juge Avery, presque trop vite. Le témoin décrit des comportements observés, pas des opinions. Dahl change de tactique. Votre honneur, nous demandons que les journaux personnels du juge Cole soient rejetés comme preuve par oui-dire. Le juge Avery retire ses lunettes, les polissant délibérément avec un mouchoir. Requête rejetée. Les journaux constituent une documentation contemporaine et resteront admissibles. Le visage de Mère se crispe. Père se penche pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, ses yeux se dirigeant furtivement vers la sortie. Les premiers frémissements de victoire flottent dans ma poitrine lorsque le juge Avery admet comme preuve la dernière lettre manuscrite de grand-père, celle qu'il a écrite une semaine avant sa crise cardiaque, celle où il expliquait pourquoi il avait changé son testament une décennie plus tôt. La décision n'a pas été prise dans la hâte ou la confusion, écrivait-il. Elle a été prise avec clarté, après avoir observé pendant 20 ans quel membre de la famille démontrait le sens de ce mot. Les mains de Mère tremblent légèrement alors qu'elle accepte un verre d'eau de Dahl. Pour la première fois depuis le début de la procédure, je m'autorise à croire que la vérité pourrait réellement l'emporter sur la fiction déterminée que mes parents ont construite. Et quelque part, entre la pile de documents financiers et les décennies d'absence documentée, je trouve quelque chose d'inattendu, la force qui vient du fait de savoir exactement qui je suis et où est ma place. Non pas en raison du sang qui coule dans mes veines, mais en raison des valeurs qui animent mon cœur. Le Charleston Post and Courier atterrit sur mon paillasson avec un bruit sourd qui résonne dans le couloir vide. Je n'ai pas besoin de le déplier pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Le visage de ma mère, soigneusement composé dans une beauté tragique, me fixe depuis le bas de la page. Une bataille pour un héritage familial divise un grand nom de Charleston, hurle le titre. Je me force à lire l'article. Céleste décrit comment elle a été systématiquement aliénée de l'affection de son père. Elle pleure sur l'effort calculé pour monter Franklin Cole contre sa fille unique, sans un seul mot pour reconnaître le bébé de 4 mois qu'elle a abandonné sur le seuil de ses parents. Le téléphone sonne avant que je n'ai fini. Mackenzie Wright? La voix est inconnue. Bourrue. C'est elle-même. Vous devriez avoir honte. Volez votre propre mère. La communication est coupée. 3 autres appels suivent, tous d'inconnus, tous convaincus par le théâtre de l'arme de Céleste. À midi, ma messagerie vocale professionnelle est pleine de messages remettant en question mon intégrité. La procureure qui a manipulé son grand-père âgé. La fille ingrate qui prive ses parents de leur héritage légitime. Leurs mots s'enfoncent sous ma peau comme des échardes. Je me tiens à la fenêtre du bureau de grand-père, mon bureau, regardant la pluie perler contre une vitre centenaire. Le jardin est en sommeil, les précieux hibiscus de grand-mère attendant des jours plus chauds. Mon reflet me dévisage, les épaules légèrement voûtées, une posture que grand-mère June aurait corrigée d'un contact doux. Tiens-toi droite, Mackenzie, disait-elle, comme mes hibiscus. Sur la bibliothèque derrière moi, des journaux reliés en cuir s'alignent comme des sentinelles. Je parcours leur dos du doigt, m'arrêtant sur un volume relié en tissu vert, le journal de jardinage de June. Je ne l'ai pas ouvert depuis son décès, il y a 3 ans. À l'intérieur, son écriture élégante détaille les calendriers de plantation et les conditions du sol, mais dans les marges, quelque chose d'autre attire mon attention. Des leçons de vie, écrites comme dans une conversation avec les plantes dont elle s'occupait. L'hibiscus survit à l'hiver quand tout semble mort, a-t-elle écrit à côté d'un croquis de fleurs pourpres. Les fleurs les plus fortes émergent des hivers les plus froids. Souviens-toi de ça, Mackenzie. Mon nom, écrit de sa main, libère quelque chose de serré dans ma poitrine. Sur le bureau se trouve un autre trésor, un carnet en cuir que grand-père m'a offert à ma remise de diplôme de droit. À l'intérieur de la couverture, son écriture précise. L'éthique n'est pas situationnelle, Mackenzie. Elle est le fondement sur lequel repose la justice. Je me souviens de l'avoir observé à la barre il y a des années, lors d'un stage d'été qui a confirmé ma vocation pour le droit. Un accusé l'avait accusé de partialité. Franklin Cole n'avait pas bronché. La justice n'est pas la vengeance, m'avait-il dit par la suite. C'est la restauration de la vérité.
Et la vérité. Le mot s'installe dans mon esprit comme une pierre dans une eau calme. Je ne déshonorerai pas leur mémoire avec de l'amertume. Je redresse ma colonne vertébrale et lève le menton, me tenant droite, comme l'hibiscus. Le lendemain matin, le palais de justice bourdonne d'anticipation. Ma mère prend la barre, épongeant des larmes fabriquées avec une précision étudiée. Son pull en cachemire, d'un bleu œuf de merle, et non marine, complète parfaitement son teint. Mon père m'a abandonné, témoigne-t-elle, la voix se brisant avec article. Quand Mackenzie est arrivé, c'était comme si je n'existais plus. Richard Dahl la guide à travers un témoignage soigneusement scénarisé. Votre relation avec votre fille? J'ai essayé, murmure Céleste, mais Franklin et June ne le permettaient pas. Ils l'ont monté contre moi. La galerie murmure avec sympathie. Je garde un visage neutre, les doigts pressés contre la boucle d'oreille en perles de ma grand-mère dans ma poche, un contact rassurant. Amelia se lève pour le contre-interrogatoire, une pile de documents à la main. Son accent de Géorgie s'épaissit légèrement, un choix tactique qui met les témoins à l'aise avant qu'elle ne frappe. Madame Wright, vous avez témoigné que le juge Cole vous avait abandonné, est-ce exact? Oui, Céleste s'éponge les yeux. J'ai ici les registres de visite de 1993 à 2008. Amelia s'approche de la barre des témoins. Vos signatures apparaissent à 10 reprises en 15 ans, 10 visites à votre fille en 15 ans. Qualifieriez-vous cela de dévotion maternelle? La mâchoire de Céleste se serre. Ces registres ne montrent pas les fois où l'on m'a refusé l'entrée. Intéressant. Amelia choisit un autre document. J'ai aussi des emails de votre compte adressés au juge Cole. Le 12 mai 2001. Ne peut pas venir au récital de Mackenzie. Envoie de l'argent pour la caution de l'appartement à Manhattan. Le 23 décembre 2006. Visite de Noël impossible cette année. La maison que nous louons à Aspen n'autorise pas les enfants. Le 8 septembre 2012. La remise de diplôme de Mackenzie coïncide avec notre croisière en Méditerranée. Chaque date martèle le silence de la salle d'audience. Derrière moi, quelqu'un étouffe un cri de surprise. Et ce mot manuscrit du juge Cole. Amelia affiche le document à l'écran. L'écriture précise de Franklin dit, promesse non tenue, encore. Mackenzie a attendu à la fenêtre jusqu'à minuit. Comment vais-je lui expliquer cette fois-ci? Les larmes sur les joues de ma mère sont réelles maintenant, des larmes de colère, pas de chagrin. La salle d'audience change subtilement, comme un courant océanique qui change de direction. Martha Pullman prend la barre ensuite, la gouvernante de ma grand-mère pendant 30 ans, une figure incontournable des dîners du dimanche de mon enfance. Ses cheveux gris sont coiffés en un chignon soigné, ses mains sagement croisées sur ses genoux. Après le décès de Madame Cole, Mackenzie n'a jamais manqué un dimanche, témoigne Martha. Même pendant ses partiels de droit, elle faisait la route depuis Duc le samedi soir, aidait le juge avec ses médicaments, allait à l'église avec lui le dimanche matin, et préparait le dîner avant de repartir. Et les plaignants, demande Amelia. Madame Wright appelait 2 fois par an. Peut-être. Toujours pour de l'argent. Monsieur Wright, Martha renifle, je n'ai jamais entendu sa voix dans cette maison. Les voisins suivent, les Peterson, qui m'ont vu pelleter l'allée de Franklin après chaque chute de neige. Le docteur Williams, qui m'a appris à conduire sur le parking de l'église quand mes parents ont oublié mon 16e anniversaire. Le professeur Harmon, qui a supervisé ma thèse de droit pendant que je m'occupais de mon grand-père après son opération de la hanche. Le juge Avery prend des notes d'un trait régulier sur son bloc-notes. Il lève les yeux lorsque mon mentor de la faculté de droit de Duke prend la barre. Mackenzie travaillait les week-ends pour maintenir son niveau scolaire tout en rendant visite à son grand-père chaque dimanche, témoigne le professeur Montgomery. Quand d'autres étudiants partaient en vacances de printemps, elle se rendait à Charleston pour aider le juge Cole avec ses impôts. Vous a-t-elle déjà parlé de ses attentes en matière d'héritage, demande Amelia. Jamais. Pas une seule fois. Le conseiller financier de Franklin confirme que je ne me suis jamais renseigné sur la succession. Jamais demandé de fonds au-delà de mes frais de scolarité universitaire. Le récit change avec chaque témoignage, la sympathie de la salle d'audience s'éloignant de la performance de Céleste pour se tourner vers la réalité documentée de 3 décennies. Pendant la suspension de l'après-midi, Amelia me touche l'épaule. C'est le contre-interrogatoire de Gavin ensuite. Prête? J'acquiesce, regardant mon père de l'autre côté de la salle. Il ajuste sa cravate à plusieurs reprises, évitant le contact visuel avec mère,
dont le calme antérieur s'est effrité pour laisser place à une fureur à peine contenue. Lorsque la séance reprend, Gavin Wright prend la barre. Son costume coûteux et ses cheveux soigneusement coiffés projettent le succès, mais ses doigts tambourinent nerveusement contre sa cuisse. Amelia s'approche lentement. M. Wright, avez-vous assisté à la remise de diplôme de votre fille? Le silence s'étire dans la salle. Il s'éclaircit la gorge. Laquelle? La galerie s'agite. Quelqu'un tousse pour couvrir un rire. N'importe laquelle, répond Amelia d'un ton neutre. Lycée? Université? Faculté de droit. J'étais en voyage d'affaires. L'excuse habituelle de mon enfance. Où Mackenzie a-t-elle étudié le droit, monsieur Wright? Ses yeux se tournent vers Céleste, qui regarde fixement devant elle. Je crois que c'était l'Université de Caroline du Sud. C'était la faculté de droit de l'Université Duke. Elle a obtenu son diplôme avec la mention summa cum laude. Amelia marque une pause. Avez-vous déjà visité la maison de votre fille? La maison pour laquelle vous la poursuivez actuellement en justice? Pas récemment. L'avez-vous déjà visitée? Un autre silence douloureux. Non. Les murmures de la salle d'audience s'intensifient. Le juge Avery frappe une fois de son marteau, un doux avertissement. Le décalage de mon père avec ma vie devient de plus en plus évident à chaque question. Il ne connaît pas mon adresse. Ne peut pas nommer mes amis les plus proches. Ne se souvient d'aucun cadeau d'anniversaire qu'il aurait pu m'envoyer. De l'autre côté de la pièce, la façade de ma mère se fissure davantage. Ses doigts blanchissent autour de la lanière de son sac à main. La performance échoue. Le public se retourne contre elle. Je suis assise le dos droit, la voix de grand-mère June à mon oreille. Tiens-toi droite, comme l'hibiscus. Les fleurs les plus fortes émergent des hivers les plus froids. Alors que la journée touche à sa fin, Richard Dahl se lève avec une énergie inattendue. Votre honneur, nous appelons le docteur James Morrison à la barre. Un homme inconnu s'avance, la soixantaine, cheveux argentés, avec des lunettes à monture métallique. Mon estomac se noue. Qui est-ce? Je murmure à Amelia. Pas dans notre liste de témoins, marmonne-t-elle en retour, feuilletant des documents. Dahl le présente comme l'ancien médecin de Franklin Cole, affirmant qu'il a un témoignage crucial sur l'état mental de grand-père durant ces dernières années. Le juge Avery fronce les sourcils. Ce témoin n'était pas sur votre liste, maître. Découverte récente, votre honneur. Crucial pour établir la vulnérabilité du juge Cole à une influence indue. Amelia s'oppose immédiatement, mais le juge Avery autorise un témoignage limité, dans l'intérêt d'un examen complet. Alors que l'homme s'installe à la barre des témoins, je remarque quelque chose de familier, une habitude nerveuse d'ajuster ses lunettes avec son majeur plutôt qu'avec son index. Le même geste étrange que j'avais vu des années auparavant, lors d'une conférence médicale où grand-père avait pris la parole. Ne t'inquiète pas, murmure Amelia alors que Dahl s'approche de son témoin surprise. Fais confiance à la préparation. J'acquiesce, observant les mains du docteur Morrison. Il ajuste à nouveau ses lunettes, le majeur poussant sur l'arête du nez. Un souvenir refait surface. La voix de grand-mère June, douce mais ferme. Souviens-toi, Mackenzie, la vérité n'a pas besoin de répétition. Je me penche en avant, étudiant les tics nerveux du docteur alors qu'il commence à parler de problèmes de mémoire et de suggestibilité dans les dernières années de mon grand-père. Il y a autre chose de familier ici, quelque chose que je n'arrive pas tout à fait à identifier. Le juge Avery observe le nouveau témoin avec des yeux plissés. La salle d'audience retient son souffle. Et soudain, je sais exactement qui est cet homme. La salle d'audience se tait, tandis que le docteur William Barrett ajuste son nœud papillon, ses doigts tremblant légèrement contre le bois poli de la barre des témoins. Mère sourit avec cette courbe particulière des lèvres que je connais depuis l'enfance, l'expression qui accompagne sa certitude d'obtenir exactement ce qu'elle veut. Docteur Barrett, pendant combien de temps avez-vous traité le juge Franklin Cole? La voix de Richard Dahl porte cette sincérité étudiée qui sonne creux à quiconque a passé du temps dans les tribunaux. Barrett s'éclaircit la gorge. J'ai vu le juge Cole 2 fois dans les mois qui ont précédé son décès. Et pendant ces visites, avez-vous observé des signes qui pourraient indiquer que le juge Cole était manipulé? Mes muscles se tendent. Amelia pose sa main sur la mienne sous la table, un doux avertissement pour que je garde mon sang-froid. Objection.
Appel à la spéculation, déclare Amelia, son accent de Géorgie plus prononcé quand elle est irritée. Les sourcils argentés du juge Avery se froncent. Je l'autorise, mais soyez prudent, maître Dahl. Barrett acquiesce avec empressement. Oui, j'ai observé plusieurs signes inquiétants. Le juge semblait confus au sujet de ses finances. Il a mentionné se sentir sous pression concernant les décisions relatives à sa succession. Du coin de l'œil, j'aperçois le hochement de tête théâtral de Mère, son mouchoir faisant une nouvelle apparition. Amelia se lève lentement, boutonnant sa veste avec un calme délibéré. Docteur Barrett, vous avez mentionné avoir vu le juge Cole 2 fois. Pourriez-vous nous donner les dates précises de ces rendez-vous? Le 12 mars et le 3 avril de l'année dernière. Et quelle était votre relation avec le juge Cole avant ces rendez-vous? Barrett s'agite. Je ne l'avais pas traité auparavant. Donc, vous n'étiez pas son médecin traitant? Non, mais... Quand avez-vous ouvert votre cabinet à Charleston, docteur Barrett? Il déglutit visiblement. Il y a 8 mois. Avec qui avez-vous établi ce cabinet? Dahl se lève. Objection. Pertinence. Cela touche à la crédibilité, votre honneur, répond Amelia. Rejeté. Le témoin répondra. Le col de Barrett semble soudainement trop serré. Avec le docteur Thomas Reynolds. Et quelle est la relation du docteur Reynolds avec Celeste Wright? La salle d'audience s'agite. Le regard de Barrett se dirige vers Mère avant de répondre. C'est son cousin. Amelia hoche la tête une fois, récupérant un dossier sur sa table. Je voudrais verser au dossier la pièce à conviction 43, votre honneur. Ce sont les dossiers médicaux complets du juge Cole, provenant de son médecin traitant depuis 30 ans, le docteur Harold Simmons. Dahl bondit sur ses pieds. Objection. Ces dossiers n'ont pas été fournis lors de la communication des pièces. Ils l'ont absolument été, votre honneur. Page 211 de notre dossier de communication, soumis il y a 2 mois. Amelia ne jette même pas un regard à Dahl en parlant. Le juge Avery feuillette un dossier. Objection rejetée. Les dossiers ont été correctement communiqués. Amelia s'approche de Barrett avec une pile de documents. Ces dossiers montrent que le docteur Simmons a effectué une évaluation cognitive complète du juge Cole juste une semaine après votre deuxième rendez-vous. Voudriez-vous s'il vous plaît lire sa conclusion à la page 4, paragraphe 2? La voix de Barrett vacille. La fonction cognitive reste vive et cohérente avec les évaluations précédentes. Le patient démontre un excellent rappel des événements récents et lointains. Aucune preuve de confusion ou de déficience dans la capacité de prise de décision. Merci, docteur Barrett. Amelia place un autre document devant lui. Maintenant, pourriez-vous expliquer cette ordonnance que vous avez rédigée pour le juge Cole lors de votre deuxième visite? Barrett pâlit. C'est pour un sédatif léger. Ce médicament a-t-il été demandé par le juge Cole? Pas exactement. Qui a suggéré ce médicament, docteur Barrett? Ses yeux se tournent à nouveau vers Mère. Madame Wright a exprimé son inquiétude quant à l'anxiété de son père. Pourtant, les notes du docteur Simmons indiquent que le juge Cole n'a signalé aucun symptôme d'anxiété lors de son rendez-vous la semaine suivante. Intéressant. Amelia se tourne vers le juge. Pas d'autres questions pour ce témoin. Dahl se lève pour un nouvel interrogatoire, mais le témoignage de Barrett s'est effondré au-delà de toute réparation. Chaque question ne fait qu'approfondir le trou. Mère griffonne des notes furieuses, les passant à Dahl, qui y jette à peine un coup d'œil avant de soupirer. Père se penche vers Mère, lui chuchotant quelque chose qui fait rougir son visage. Ils ont commencé à se fracturer, chacun blâmant l'autre pour l'effondrement de leur affaire. La défense appelle Mackenzie Wright, annonce Amelia. Prendre la parole à la barre semble surréaliste, comme si je flottais hors de mon corps. J'ajuste le col de mon chemisier, reconnaissante pour l'amidon supplémentaire que Martha a insisté pour mettre ce matin. Ce juge doit voir que tu es solide comme un roc, avait-elle dit en le repassant. Après avoir prêté serment, Amelia s'approche. Mademoiselle Wright, il y a eu des insinuations selon lesquelles vous auriez manipulé votre grand-père pour un gain financier. Si c'était vrai, n'y aurait-il pas eu des moyens plus simples de sécuriser son argent que de passer chaque dimanche pendant 30 ans à sa table? Oui. Ma voix sort plus stable que prévu. Je suis procureur avec un salaire confortable. Si j'avais voulu son argent, je n'aurais pas passé 3 décennies de dimanche à écouter ces histoires sur des affaires de 1972.
Quelques rires discrets parcourent la salle. Cette tradition du dîner du dimanche a-t-elle changé après le décès de votre grand-mère? J'avale ma salive, la gorge soudainement nouée. D'une seule manière. J'ai commencé à apporter le gâteau au citron et aux graines de pavot au lieu qu'elle le fasse. Tout le reste est resté pareil, 6 heures précises, de la musique classique à la radio, et les histoires de grand-père. Et pourquoi avez-vous maintenu cette tradition? La réponse est simple. Je suis resté parce que je l'aimais. Dal se lève pour le contre-interrogatoire. Sa confiance a visiblement diminué depuis le matin. Mademoiselle Wright, n'est-il pas vrai que vous avez influencé la décision de votre grand-père de changer son testament après la mort de votre grand-mère? Non. Son testament a été changé il y a 10 ans, quand grand-mère était encore en vie. Ils ont pris la décision ensemble. Mais vous avez discuté du testament avec lui? Il en a discuté avec moi. Il a été juge pendant 40 ans, maître Dal. Personne n'a jamais influencé Franklin Cole à faire quelque chose qu'il ne croyait pas juste. Dal essaie un autre angle. Vous étiez au courant du contenu du testament? Oui. Grand-père croyait en la transparence. Il m'a montré le testament et m'a expliqué que lui et grand-mère avaient décidé de me léguer leur patrimoine plutôt qu'à des parents qui avaient choisi de ne pas faire partie de ma vie. Depuis la galerie, j'entends plusieurs personnes murmurer leur approbation. Le juge Avery ne fait aucun geste pour les faire taire. Mon patron, le procureur de district Robert Langston, prend la barre ensuite, sa carrure imposante faisant paraître la chaise des témoins trop petite. J'ai supervisé Mackenzie Wright pendant 6 ans, déclare-t-il sans qu'on le lui demande. Elle a poursuivi des crimes financiers d'une valeur de millions de dollars. S'il y avait un procureur dans mon bureau à qui je confierais ma propre succession, ce serait elle. Son intégrité est irréprochable. Le juge Avery hoche la tête, puis parle directement depuis son siège. Je connais Franklin Cole depuis près de 30 ans, il a été mon mentor lorsque j'ai rejoint la magistrature. Pendant tout ce temps, je ne l'ai jamais vu prendre une décision qui n'ait été mûrement réfléchie et éthiquement fondée. L'objection de Dal arrive trop tard et sans conviction. Le juge la note simplement pour le procès-verbal sans y prêter plus d'attention. Pendant la suspension de l'après-midi, je sors dans le couloir pour prendre l'air et surprends le murmure rauque de père à mère près de la fontaine à eau. Tu as poussé les choses trop loin, Céleste. Barrett a été un désastre. Barrett. Comment étais-je censé savoir qu'ils auraient ces dossiers? Thomas avait dit. Thomas avait dit. Thomas avait dit. Toute ta famille fait de grandes promesses mais ne livre rien. Mère m'aperçoit et se tait, entraînant père par la manche. Lorsque la séance reprend, Richard Dal demande une conférence avec Amelia. Ils parlent à voix basse sur le côté de la salle d'audience avant de s'approcher ensemble du juge. Après une brève discussion avec le juge Avery, ils retournent à leurs tables respectives. Amelia se penche près de moi. Ils proposent d'abandonner le procès si tu paies leurs frais de justice. Je secoue la tête une fois. Non. Elle me serre la main. Bien. C'est ce que je leur ai dit. Mère est assise droite comme un i à la table des plaignants, mais les fissures dans sa façade se sont élargies. Son cousin, assis 3 rangées derrière, fixe obstinément ses chaussures plutôt que de croiser le regard interrogateur de Barrett de l'autre côté de la pièce. Le juge Avery s'éclaircit la gorge. Sur la base des témoignages et des preuves présentées aujourd'hui, je suis prêt à rendre une décision, à moins que les avocats n'aient d'autres témoins. Dal se lève. Pas d'autres témoins, votre honneur. Très bien. Le regard du juge Avery balaie la salle avant de se poser sur moi. Parfois, la loi est compliquée. Cette affaire ne l'est pas. Les preuves montrent clairement que Franklin Cole était sain d'esprit lorsqu'il a rédigé son testament, et que ses intentions étaient délibérées et éclairées. Il se tourne vers mes parents. Les plaignants n'ont fourni aucune preuve crédible d'influence indue ou de capacité diminuée. Leur demande est rejetée avec préjudice. La leur, sac. Le marteau tombe, sec et final. Le visage de mère se tord de fureur, mais c'est père qui me surprend. Pendant un bref instant, quelque chose comme du soulagement traverse ses traits avant que le masque de l'indignation ne revienne. Alors que les gens sortent de la salle, Amelia rassemble ses papiers. Ton grand-père serait fier. J'acquiesce, incapable de parler, la gorge nouée. La victoire n'apporte aucune joie, seulement une tranquille justification et la certitude que l'héritage de grand-père et grand-mère reste intact. Ils sont restés quand cela comptait. Et en honorant leur choix aujourd'hui, moi aussi.
Céleste m'interpelle devant les toilettes du 3e étage, son parfum Chanel créant une barrière invisible entre nous. Le couloir du palais de justice s'étend, vide, dans les deux directions. Les témoins se sont dispersés dans leur propre coin pendant la suspension de 15 minutes avant les plaidoiries finales. Mackenzie. Sa voix manque de la chaleur étudiée qu'elle utilise dans la salle d'audience. Nous devrions parler. Je redresse ma veste de tailleur anthracite, un bouclier contre la manipulation à venir. À propos de quoi? De cette division. Elle se rapproche, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière fluorescente. Tu as peut-être la loi et l'argent de ton côté, mais tu as mon sang. Le mot « sang » flotte entre nous comme une accusation. Je pense aux journaux manuscrits de grand-père, documentant chaque anniversaire manqué, chaque promesse rompue, chaque fois que ma mère a choisi l'absence plutôt que la présence. Est-ce que ta grand-mère voudrait ça? Murmure Céleste, sa main parfaitement manucurée s'approchant de mon bras mais s'arrêtant juste avant de me toucher. June tenait tant à l'unité familiale, au pardon. Ma gorge se serre à l'invocation désinvolte du nom de ma grand-mère. Céleste connaissait à peine sa propre mère à l'âge adulte, lui rendant visite moins d'une fois par an, alors que j'aidais June à entretenir son jardin d'hibiscus chaque samedi matin pendant 27 ans. Nous pourrions mettre fin à tout ça aujourd'hui, poursuit-elle, interprétant mon silence comme de l'hésitation. Je suis prête à pardonner et à tout oublier si tu acceptes simplement de partager l'héritage. 50 à 50, c'est juste, n'est-ce pas? Une mère et sa fille partageant à parts égales? Ses yeux, identiques aux miens par la forme et la couleur, scrutent mon visage à la recherche d'une faiblesse, à la recherche de la petite fille qui attendait autrefois près de la boîte aux lettres des cartes qui arrivaient rarement. Pense à la communauté. Elle insiste, tout le monde en parle. Le pasteur de Trinity m'a appelé hier au sujet de la tragédie de la division familiale. Je manque de rire. Le pasteur Roberts m'avait appelé aussi, son inquiétude sincère après 3 décennies à me voir assise à côté de grand-père sur le 4e banc chaque dimanche de Pâques, tandis que mes parents restaient des figures fantomatiques sur les photos de vacances. Le Charleston Post va publier un article la semaine prochaine, ajoute Céleste. La famille contre la famille, c'est ça l'héritage que tu veux laisser? Et la réputation de la famille Cole? Avant que je puisse répondre, Richard Dahl apparaît au coin du couloir avec son porte-documents en cuir et fait un signe de tête à ma mère. Le juge Avery revient dans 5 minutes. Le regard de Céleste se durcit. Pensez, Mackenzie. Le sang compte dans cette ville, il a toujours compté. 1. Ils disparaissent dans le couloir, me laissant seul avec l'écho de ses paroles et le poids de 32 ans d'absence soigneusement documentés. Je pousse la porte des toilettes et me tiens devant le miroir, étudiant mon reflet. Des yeux gris, un nez droit, un menton ferme, tout hérité d'une femme qui considérait la maternité comme un inconvénient. Mais il y a autre chose. Quelque chose que June a cultivé au cours de tranquilles samedis matins dans le jardin, quand elle m'apprenait à transplanter des pousses d'hibiscus avec des mains douces. La vie fleurit encore, disait-elle, même après le départ de quelqu'un. Je vois la force de June se refléter en moi maintenant. Et j'entends la voix de grand-père, aussi claire qu'elle l'était lors de notre dernier dîner du dimanche. L'intégrité n'est pas ce que tu prétends être, Mackenzie. C'est ce que tu démontres. La porte des toilettes s'ouvre, et Amelia entre. Son regard croise le mien dans le miroir. Elle étudie mon expression et hoche la tête une fois. Tu as pris ta décision. Je me détourne du miroir, redressant mes épaules comme le faisait grand-père avant de rendre un verdict. La vérité avant la paix. Bien. Amelia tient la porte. Parce que les journaux de ton grand-père viennent d'arriver de son bureau. Le juge Avery a accepté notre requête malgré les objections de Dahl. La salle d'audience bourdonne d'anticipation lorsque nous entrons. La galerie s'est remplie de la vieille garde de Charleston, venue assister à l'acte final de notre drame familial. J'aperçois des visages familiers, des voisins qui m'ont vu grandir, des collègues juristes, même le pasteur Robert assis au dernier rang avec sa Bible usée. Céleste et Gavin chuchotent avec urgence à Dahl alors que le juge Avery prend place. La cravate coûteuse de mon père est légèrement de travers, son premier signe visible de malaise depuis le début du procès. Plaidoirie finale, annonce Avery, en faisant un signe de tête vers Dahl. Richard Dahl boutonne sa veste de costume en s'approchant du juge. Votre honneur, cette affaire transcende finalement les détails techniques juridiques. Il s'agit de sang, de famille, d'une mère cherchant à retrouver sa place légitime dans la vie de sa fille à travers l'héritage qui devrait naturellement passer de père en fille.
Il fait un geste vers la galerie. La communauté comprend cela. Les traditions de Charleston honorent l'unité familiale avant tout. Nous avons entendu des membres respectés de la communauté, le pasteur Roberts, des amis de la famille, même les voisins d'enfance de Mackenzie, tous appelant à la réconciliation. La voix de Dal s'élève avec passion. Celeste Wright a peut-être commis des erreurs en tant que jeune mère, mais quel parent n'en a pas commis? Ces erreurs devraient-elles lui coûter tout? Un simple document juridique devrait-il l'emporter sur le caractère sacré des liens du sang? L'expression du juge Avery reste impassible alors que Dal conclut par un appel à la tradition et au sang plutôt qu'à de froids documents juridiques. Quand Amelia se lève, elle ne tient qu'une seule feuille de papier. Votre honneur, cette affaire n'a jamais été une question de sang. C'est une question de choix, une question de qui reste. Elle déplie le papier avec soin. Cette lettre a été trouvée dans le bureau du juge Franklin Cole, datée de 2 semaines avant sa mort. Avec la permission de la cour, j'aimerais la lire. Avery acquiesce, et Amelia commence à lire avec son accent mesuré de Géorgie. Mackenzie, tu n'hérites pas à cause du sang, mais parce que tu es resté. Quand les dîners du dimanche sont devenus difficiles pour moi après le décès de June, tu n'en as jamais manqué un seul. Quand la faculté de droit exigeait tes week-ends, tu étudiais à ma table de cuisine. Quand Céleste et Gavin demandaient de l'argent, ce que les relevés bancaires montrent a dépassé les 845 000 $ en 22 ans, ils n'ont jamais une seule fois demandé de tes nouvelles. La salle d'audience se tait alors qu'elle continue. Un parent ne se définit pas par la biologie, mais par la présence. Je te choisis comme mon héritière parce que tu m'as choisi comme ta famille. Chaque dimanche, chaque jour férié, chaque jour ordinaire où être présent comptait. Elle pose la lettre sur la table des pièces à conviction et se tourne vers le juge. Les preuves, votre honneur, et non l'émotion, devraient guider la décision de cette cour. Les preuves montrent des décennies de soutien financier aux plaignants, parallèlement à leur absence constante. Elles montrent l'acuité mentale de Franklin Cole jusqu'à ses derniers jours, confirmée par les dossiers médicaux. Et elles montrent une vie de dimanche où Mackenzie Wright a choisi de rester pendant que ses parents choisissaient de partir. Amelia regarde directement Céleste et Gavin. Quels parents poursuivent leur propre enfant en justice après l'avoir abandonné? Quelle mère invoque l'unité familiale après 3 décennies d'absence documentée? La question devant cette cour n'est pas une question de sang. C'est une question de la véritable définition de la famille. Je sens les larmes monter à mes yeux alors qu'Amelia retourne à sa place. À côté de moi, elle pose un regard. Je le serre fort mais ne l'utilise pas. Pas encore. Le juge Avery retire ses lunettes, les polissant lentement avec un mouchoir. La salle d'audience reste silencieuse, retenant son souffle collectif. Ayant examiné toutes les preuves et tous les témoignages présentés dans cette affaire, commence-t-il, je conclus que le testament de l'honorable Franklin Cole est valide et a été exécuté en toute conscience et pleine capacité juridique. Il remet ses lunettes, regardant directement Céleste et Gavin. La demande du plaignant est rejetée avec préjudice. De plus, le plaignant devra payer les honoraires d'avocat raisonnables du défendeur, comme le permet la loi de l'État pour les poursuites frivoles sans justification substantielle. Le marteau frappe avec finalité, son bruit résonnant dans la salle d'audience. La séance est levée. Ce n'est qu'à ce moment-là que je laisse les larmes couler, non pas pour l'héritage sécurisé ou le procès gagné, mais pour la validation d'une vérité que j'ai toujours connue. La famille n'est pas déterminée par le sang qui coule dans les veines, mais par les pieds qui marchent vers vous quand les autres s'éloignent. Céleste et Gavin se lèvent rapidement, évitant mon regard alors qu'ils suivent Dal par la porte latérale. Pas de dernier mot, pas de reconnaissance, juste un départ, la seule action constante qu'ils ont montrée tout au long de ma vie. Amelia me serre l'épaule une fois. Justice a été rendue, murmure-t-elle. Ton grand-père serait fier. K. J'acquiesce, incapable de parler, la gorge nouée. La salle se vide lentement, les murmures s'estompant comme une marée descendante. Je reste assise, regardant la lumière du soleil filtrer à travers les hautes fenêtres sur la table vide des plaignants. L'héritage compte moins que ce qu'il représente. La reconnaissance que la famille est définie par ceux qui restent quand partir est plus facile. Et pendant 32 ans, à travers les genoux écorchés et les remises de diplômes de droit, à travers les funérailles de grand-mère et les tranquilles dîners du dimanche, mes grands-parents sont restés. Je rassemble mon porte-documents avec des mains fermes. Demain, je visiterai leur tombe avec des boutures fraîches d'hibiscus du jardin qu'ils m'ont appris à entretenir. Ce soir,
je préparerai le gâteau au citron et aux graines de pavot de grand-mère et le mangerai seul à leur table de cuisine. Certains appelleraient cela une victoire. J'appelle cela une justification. Et quelque part, je sais que grand-père et grand-mère appellent cela la justice. La plaque sur la porte de mon bureau me surprend encore parfois. L'honorable Mackenzie Wright brille en laiton poli sur de l'acajou sombre. Une année en tant que plus jeune juge d'État de Caroline du Sud n'a pas émoussé la fierté tranquille qui monte dans ma poitrine chaque matin. Je lisse ma jupe anthracite en m'installant derrière le banc, étudiant les visages devant moi. Une autre dispute d'héritage. Une autre fille affirmant que sa mère a favorisé injustement un petit enfant. Un autre écho de ma propre histoire, joué avec des personnages différents. Madame Reynolds affirme que sa mère a été manipulée pour changer son testament, déclare l'avocat du plaignant, sa voix portant la même certitude arrogante que Richard Dahl utilisait autrefois. L'accusé, sa fille Beth, en a profité. Objection, votre honneur. L'avocat de Beth se lève. Caractérisation préjudiciable. Accepté. Ma voix porte la cadence mesurée de Franklin. Maître, limitez-vous aux faits, pas aux conclusions. Plus tard, je regarde les femmes Reynolds éviter le contact visuel à travers la salle, le même abîme froid auquel j'ai autrefois fait face avec Céleste, la fille qui est partie contre la petite fille qui est restée. Quand la séance est levée, je me retire dans mon bureau où les volumes juridiques de Franklin tapissent un mur. Je parcours leur dos usé du doigt, des pierres de touche de continuité. Ces notes au crayon marquent encore des passages importants, de petits pains de sagesse laissés derrière. Mon téléphone vibre avec le SMS hebdomadaire de Martha, les hibiscus fleurissent comme des fous. Tu ramènes des boutures? Martha a refusé de prendre sa retraite après le décès de Franklin. Cette maison a besoin de gens qui se souviennent, avait-elle insisté, continuant à épousseter les photographies qui racontent une vie sans Céleste et Gavin. Le gâteau binde au citron et aux graines de pavot m'attend sur mon comptoir chaque samedi, Martha suivant la recette de June avec une précision religieuse. Certaines traditions ne devraient pas prendre fin, même lorsque les personnes qui les ont commencées sont parties. Je ne perds plus d'énergie à me demander si Céleste appellera pour mon anniversaire. L'espace autrefois réservé à l'approbation parentale a été rempli par quelque chose de plus solide, une famille choisie de collègues du palais de justice, d'amis de la faculté de droit et de voisins qui se rassemblent autour de ma table chaque dimanche, poursuivant la tradition du dîner de Franklin. Juge Wright? Ma greffière apparaît à la porte. Votre audience de garde de 4 heures est prête. L'affaire Anderson. Mon cœur se serre. Un garçon de 5 ans pris entre des parents en guerre, son père ne se montrant que lorsque cela lui convient. Je redresse le stylo plume de Franklin sur mon sous-main avant de me lever. Dans la salle d'audience, j'étudie les dessins de l'enfant soumis comme preuve. Des bonshommes allumettes intitulés « Maman » et « Mamie » se tiennent à côté d'une maison. Aucun père n'apparaît. Monsieur Anderson, je m'adresse directement au père. Les enfants ne se souviennent pas de ce que nous disons. Ils se souviennent de qui était là. Les mots se répandent dans la salle comme des ondulations dans une eau calme. Les yeux du père s'écarquillent de reconnaissance. Peut-être que quelque chose changera pour cet enfant. Ce soir-là, je me rends au cimetière de Magnolia alors que le coucher du soleil dore les pierres tombales usées par le temps. Je m'agenouille entre deux tombes, plaçant des fleurs d'hibiscus fraîches, d'un rouge vibrant, contre le marbre pâle. J'ai tenu ma promesse, je murmure à la pierre tombale de June, en déposant une tranche de gâteau au citron enveloppée dans du papier ciré. J'ai protégé ce que vous avez bâti. Le vent bruisse dans les chênes verts au-dessus de ma tête. Ici, agenouillé entre les personnes qui m'ont choisi chaque jour pendant 32 ans, la gratitude l'emporte enfin sur le chagrin. L'affaire Reynolds s'est terminée aujourd'hui, je dis à la tombe de Franklin. La petite fille a hérité. La vérité a prévalu. Un cardinal se pose sur une branche voisine, d'un rouge éclatant contre le ciel qui s'assombrit. Je me souviens de June les montrant du doigt. Quand ils te rendent visite, c'est que quelqu'un que tu aimes prend de tes nouvelles. Je me lève, brossant l'herbe de ma jupe. Leur héritage continue, non seulement dans les biens ou les possessions, mais dans chaque décision juste, chaque enfant protégé, chaque vérité honorée. La famille, c'est ceux qui restent, je murmure, et je marche vers la maison.